Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur du Code du travail marocain pour décortiquer un sujet essentiel, les syndicats et les représentants des salariés. Comment la loi encadre-t-elle leur rôle? Quel est leur pouvoir réel sur le terrain? C'est ce qu'on va voir ensemble. En fait, la question de fond, c'est celle-ci. Comment le droit marocain s'assure-t-il que la voix des travailleurs ne soit pas juste un murmure, mais une force entendue et reconnue? Comment transforme-t-il un ensemble d'individus en un véritable collectif? C'est le fil rouge qui va nous guider. Pour y voir clair, voilà notre plan de match en 5 temps. D'abord, on se pose la question de base. À quoi ça sert, un syndicat? Ensuite, on verra le côté pratique, comment ça se crée, qui peut se présenter. Puis, on entrera dans le vif du sujet, leurs droits et leurs devoirs. Après ça, un point crucial, les protections. Et enfin, on élargira un peu le champ de vision. Allez, c'est parti. Alors, on attaque avec la base de la base. Section 1. Pourquoi les syndicats professionnels existent-ils? Quelle est leur raison d'être fondamentale selon la loi? Et là, l'article 396 du Code du travail est on ne peut plus clair. Un syndicat, c'est une organisation qui est là pour défendre les intérêts de ses membres. Et attention, sur tous les fronts, économique, social, professionnel et même moral. Ce qui est super important à retenir, c'est que ça marche aussi bien pour le cas d'un seul salarié que pour les intérêts de toute une profession. Bon, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, comment ça marche? On passe à la section 2, la création et les élections. Comment est-ce qu'on passe de l'idée d'un syndicat à une structure qui existe vraiment officiellement? Ça peut paraître un peu administratif, mais l'article 414 a tout simplifié en 4 grandes étapes. D'abord, il faut écrire les règles du jeu, c'est-à-dire les statuts du syndicat. Ensuite, il faut dire qui sont les pilotes, donc la liste des personnes qui vont gérer l'organisation. Troisième étape, on dépose tout ça à l'autorité administrative locale. Et le moment clé, le voilà, on reçoit un récépissé de dépôt. C'est ce papier qui est en quelque sorte l'acte de naissance officiel du syndicat. Maintenant, au niveau de l'entreprise elle-même, la représentation est super bien cadrée. Le truc à savoir, c'est qu'à partir de seulement 10 salariés, il faut organiser des élections pour les délégués du personnel. C'est une obligation. Et la logique est simple. Plus l'entreprise est grande, plus il y a de représentants. Comme le montre bien le tableau, ça monte progressivement pour assurer une représentation juste. Alors, qui vote et qui peut être élu? C'est pas la même chose et la loi fait bien la différence. Pour mettre un bulletin dans l'urne, les conditions sont assez larges. Il faut avoir 16 ans et au moins 6 mois d'ancienneté. Par contre, pour être candidat, là, les exigences montent d'un cran. 20 ans minimum, 1 an d'ancienneté et en point très important, il faut avoir la nationalité marocaine. Ok, les représentants sont élus. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font concrètement? On aborde la troisième partie, leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Si on imagine qu'un syndicat ne fait que négocier des augmentations de salaire, on est vraiment loin du compte. L'article 408 leur donne un champ d'action immense. Ils peuvent créer des projets de logement, acheter des terrains pour faire des centres de loisirs, monter des coopératives, des centres de formation. Ils peuvent même publier des revues professionnelles. En fait, la loi voit le syndicat comme un acteur social complet. Et là, attention, on touche à l'un de leurs outils les plus puissants, défini par l'article 404. Il dit que les syndicats ont le droit d'agir en justice. Concrètement, ça veut dire que si un acte cause du tort, que ce soit à un seul membre ou à tout un groupe, le syndicat peut aller au tribunal et se porter partie civile pour les défendre. C'est une arme juridique vraiment très forte. Évidemment, pour pouvoir exercer tous ces droits, il faut être protégé. Sinon, ça ne sert à rien. On passe donc à la 4e section, les protections et les sanctions. Quelles sont les règles du jeu pour que cette représentation soit vraiment efficace? Et sur ce point, la loi ne laisse aucune place au doute. Pour qu'un représentant des salariés puisse faire son travail correctement sans avoir peur, il doit être protégé. C'est un principe fondamental, la pierre angulaire de tout le système. Et voici le bouclier ultime, inscrit noir sur blanc dans l'article 457. Un délégué du personnel ne peut être ni muté, ni mis à pied, ni viré sans l'accord de l'inspecteur du travail. C'est une protection énorme. Ça leur permet de défendre les salariés sans craindre des représailles de la part de l'employeur. Et pour être sûr que ce bouclier soit bien respecté, la loi a prévu des sanctions qui piquent au portefeuille. Si un employeur essaye de faire obstacle à l'exercice du droit syndical, l'amende peut grimper jusqu'à 30 000 dirhams. Le message est plutôt clair, non? C'est très dissuasif. Et cette amende de 30 000 dirhams, on la retrouve pour une autre infraction considérée comme aussi grave. Le fait de ne pas organiser les élections des délégués. En gros, la loi met sur le même plan le fait d'empêcher un représentant d'agir et le fait de l'empêcher d'exister. La logique est implacable. Allez, dernière ligne droite. Il faut savoir que les délégués du personnel et les syndicats ne sont pas les seuls à représenter les salariés. On va voir rapidement qui d'autre fait partie de cet écosystème. En fait, 2 autres acteurs importants viennent compléter le puzzle.
D'un côté, il y a le comité d'entreprise obligatoire dans les boîtes de plus de 50 salariés. Son rôle est surtout consultatif, il donne son avis sur la stratégie de l'entreprise. Et de l'autre, il y a le représentant syndical. Lui, il est désigné pour négocier, pour porter les revendications collectives. Chacun son rôle pour une couverture complète. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait prendre un peu de recul et résumer, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir de tout ça? Je dirais qu'il y a 3 points essentiels. Premièrement, les syndicats et les délégués ne sont pas juste des groupes de personnes mécontentes. Ce sont de vraies institutions avec des pouvoirs définis par la loi. Deuxièmement, tout ce processus est très encadré. On ne s'improvise pas syndicat ou délégué, il y a des règles claires à suivre. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, les représentants sont protégés. La loi est là pour garantir qu'ils puissent faire leur travail. On termine avec une question pour réfléchir. Dans un monde du travail qui bouge sans arrêt, avec le télétravail, les nouvelles technologies, comment est-ce que ce cadre légal, qui est déjà solide, va devoir s'adapter pour continuer à garantir un dialogue social équilibré demain? Le débat ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.